Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire. Cette semaine, nous sommes dans les Bouches-du-Rhône. Je suis à Château-Renard et je suis en compagnie d'un membre de l'association des Amis des Tours. Bonjour Vincent Fournier. Bonjour Marlène. Nous allons avec vous visiter Château-Renard et essayer de comprendre un petit peu son histoire et puis de voir ce que l'on peut visiter en tant que touriste, on va dire. Donc oui. On va découvrir avec vous cette ville que vous connaissez bien. Alors on commence par cette fontaine, toute récente parce que l'eau est très importante à Château-Renard. Alors Château-Renard est une ville qui est en bord de Durance et donc l'agriculture qui a permis à Château-Renard de s'enrichir est basée sur l'irrigation. Donc on va voir, on a des canaux, on a des fontaines bien sûr. Et puis alors là il y a un peu quelque chose de particulier. Et on a un parking souterrain, on a 4 étages de vide sous nos pieds. Et donc il fallait habiller un petit peu cette dalle. Et on va l'habiller avec des magasins qui vont s'ouvrir bientôt. Et puis cette grande place là et un mur d'eau là-bas au bout. L'aigo et le soleil avec notre bonheur, ça veut dire l'eau et le soleil, voici notre bonheur. C'est vrai, vous voyez, aujourd'hui il fait beau, il y a des jolies filles, tout va bien. Alors oui, l'eau est présente, on le retrouve là sur ce mur. Alors les Amis des Tours, parlons de cette association, puisqu'effectivement on voit les tours devant nous, juste devant cette fontaine, les tours du château. Déjà on va préciser un petit peu, les tours c'est les restes d'un château, qui en avait 4. Bon. La Révolution française passe par là, il y a une réduction de 50%, on n'en a plus que 2. Bon. Alors les habitants de Château-Renard ont pris l'habitude d'appeler ça les tours. Alors en 1949 se crée une association dont à l'époque on appelait ça des sociétés savantes, vous savez, c'est l'histoire, les archives, etc. Donc les choses ont évolué depuis. Et ça s'appelle toujours les Amis des Tours. Alors les amis, parce qu'on regroupe indépendamment du rang social, des connaissances, etc. Toute personne qui se sent vibrer par le château, d'une part. Et d'autre part, parce que les tours à Château-Renard, c'est un petit peu le symbole, c'est un petit peu la référence. Et donc les Amis des Tours ont pour mission de valoriser le château, de participer à la ville de la ville, et de faire connaître son histoire. Alors on travaille à travers des costumes médiévaux, des costumes du XVIIIe siècle. On exprime tout ça à travers une fête historique au mois de juin, à travers les journées du patrimoine, des visites nocturnes en mai et en octobre. Alors on poursuit notre visite si vous voulez, on va remonter vers le centre-ville. Allez, je vous suis. Allons-y Vincent. Alors Marlène, si vous voulez, je vais vous montrer un canal qui traverse toute la ville. Alors ce canal est un frère jumeau d'un canal plus ancien qui s'appelle le Réal. Donc on a le Réal et le canal. Et un petit peu plus loin, sortie de ville, ça s'appelle le chemin entre deux eaux. Donc là, on a quelque chose qui vient de la Durance, qui traverse la ville et qui va bien sûr permettre l'arrosage de tous les champs qui sont en contrebas de la ville. Voilà. Pour le plaisir des maraîchers. Exactement. Ils sont nombreux ici. Alors Marlène, je vous emmène voir une fontaine qui s'appelle Fontaine de la Durance. Elle a été construite en 1909, inaugurée en 1909. Elle a été construite par un monsieur qui s'appelle Farigoul. Elle plaît beaucoup aux gens parce que, évidemment, on a personnalisé la fontaine, la Durance et l'agriculture par de très très belles femmes. mais je vous rassure, il y a aussi un très beau jeune homme, c'est Hermès. Ah bon, parce que là je ne vois que des poitrines opulentes, j'allais pleurer. Oui, mais bon, que voulez-vous, c'est un homme qui l'a fait, alors forcément. Forcément. Et donc l'agriculture est représentée là, les saints. Visible parce que l'agriculture nourrit les enfants de la terre. Bien sûr. Il y a tout dans cette statue est symbolique. Quand on est tout nu sur une plage là-bas à Bauduc, on fait du naturisme. Eh bien voilà, la Durance est naturelle, d'accord? Donc on n'allait pas lui mettre des oripeaux, au contraire, donc elle est toute nue. Sa chevelure ondule comme les vagues de la Durance quand il y a du Mistral. Elle porte une amphore au pied, une amphore qui est pleine d'eau. L'eau s'écoule à ses pieds à travers les ajoncs, etc.
Et donc cette Durance là qui est belle, plantureuse, etc. va être la mère de l'agriculture. Alors on la reconnaît avec la faucille et le fait qu'elle est assise sur une charrue. C'est-à-dire c'est le symbole du blé, hein, le pain, l'eau. Et puis bien sûr toute cette agriculture va générer un commerce, un profit. Hein. Ici l'eau c'est de l'or. Alors venez voir, l'or vous allez voir, il est dans une belle bourse. Et c'est Hermès, le dieu du commerce, qui la tient. Alors regardez comme il est beau. On dirait un dieu grec, n'est-ce pas? Magnifique, je confirme. Une belle tête d'Apollon. Hein, Alors il a le caducée. Le caducée, la connaissance cachée, hein, le secret, puisque les deux dames étaient dénudées. On va symboliquement cacher ses attributs. Alors il faut savoir que nous sommes en 1909 et il y a eu la séparation de l'Église et de l'État. Donc hors de question pour le sculpteur d'utiliser des symboles religieux, parce qu'on aurait pu avoir un Saint-Jean, on aurait pu avoir une sainte quelconque qui bénisse l'agriculture, etc. Donc là, pas question. 1909, 5 ans qu'on a fait la séparation de l'Église et l'État. Donc qu'est-ce que fait le sculpteur? Il va piocher dans la mythologie des dieux qui vont lui permettre de matérialiser des concepts. Parce que l'agriculture, c'est une idée, le commerce, c'est une idée, ce n'est pas quelque chose de concret. Donc il fallait utiliser des symboles. Et donc ce seront des dieux grecs et ou latins, hein, puisque on est à cheval sur les deux civilisations. Et bien sûr, donc on va retrouver au pied d'Hermès des grappes de raisin, des gerbes de blé, c'est-à-dire en fait les fruits, les légumes et le blé bien sûr, puisqu'on va manger du pain. Vous savez qu'on mange à peu près 400 grammes de pain par jour et par personne jusqu'à 1914. Hein, donc le pain c'est vraiment la base. Hein. Donc le blé est omniprésent. Forcément. Voilà. Alors, qui est l'artiste qui a fait la sculpture? Alors, il s'appelle Monsieur Farigoul. Farigoul, hein, ça aussi, c'est extraordinaire. Hein, ça veut dire le thym. Il porte bien son nom, lui. Et puis alors, pour raccrocher un petit peu sur le Moyen-Âge, comme je vous ai dit que l'eau était un trésor, Farigoul a une idée. Il se dit que ce trésor doit être protégé, gardé par des griffons. Hein. Le griffon, traditionnellement, est un dragon qui garde un trésor. Et donc, nous avons sur les 4 faces de la fontaine 4 griffons qui crachent de l'eau. Voilà. Voilà, le trésor de Château-Renard. Le trésor de Château-Renard. Et là, on va où alors du coup? Alors, on rentre dans le centre ancien. D'accord, là c'est le centre ancien. Alors, on va prendre la rue Esquerros. Le centre ancien, donc. Donc voilà, une maison du XVe siècle. Alors cette maison est assez curieuse, hein, elle est à Encorbellement. Il faut savoir que c'est une maison qui n'est pas du tout provençale. C'est une maison qui a été faite par un architecte angevin. Alors pourquoi? Parce que le roi René, que tout le monde connaît, était d'Anjou. Hein. Donc il fait venir avec lui des gens de l'Anjou. Et alors en Anjou, il y a un truc qui se fait dans d'autres régions de France, c'est que pour garder une rue large, on va avoir un rez-de-chaussée qui sera plus petit que le premier étage, qui lui-même sera plus petit que le deuxième étage, etc. Elle a également au premier étage une fenêtre qui est pas encore une fenêtre à meneaux, mais qui est déjà une fenêtre beaucoup plus large que les fenêtres médiévales. Hein. Donc on est vraiment sur une architecture qui est dans une passation. On est entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle. Aujourd'hui, c'est le seul témoin que l'on a sur le Moyen-Âge. Alors on a parlé de Château-Renard, mais pas du nom Château-Renard. Ça vient d'où ce nom de Château-Renard? Alors Marlène, je vais vous répondre. Et pour ça, on arrive devant la façade de la mairie. Et là, ça devient intéressant parce que vous avez un blason
qui est encadré par 2 chérubins, le lion de Arles, le taureau de la Camargue, 2 camps d'abondance d'où dégorgent des fruits, des légumes. Ça fait un écho avec la fontaine. Et alors, Château Renard, mais c'est pas à cause du renard. Désolé. Ben, voilà. Désolé, Marlène. Il fallait en parler quand même. Mais oui, ça vient d'un seigneur. Le tout premier seigneur, enfin sa famille, parce qu'il va rester pendant 5 générations, qui s'appelle Reinhard. Alors c'est un nom d'origine franque. Hein. Vous savez que nous sommes des Français, alors que nous étions des Gaulois. Hein. Ben, c'est parce que après les Romains, on a les Francs, les Alains, les Alamans, les Burgondes, les Normands. Hein. On a Charlemagne, qui met en place des gens qui sont d'origine germanique. Et donc Reinhard, que nous ne savons pas prononcer. Alors on le prononce Reinhard, et Reinhard devient renard. Donc c'est le château de Monsieur Reinhard, c'est donc le village de Château Renard. Voilà, ceci explique cela. Mais le roman de Renard, au XIIIe siècle, va induire une confusion entre le nom de Goupil, voilà. qui devient Goupil le renard, et donc de ce fait, Goupil disparaît de la langue française, reste renard, et donc on le voit apparaître sur le blason de la ville. Une patte posée sur chaque tour. Et ça fait donc un blason parlant, Château Renard. Juste à côté, j'aimerais te montrer, Marlène, la façade de l'église, qui elle aussi est très belle, avec des ronds de bosse, avec des bustes en relief, notamment le buste de Saint-Denis. Alors, à la mairie, nous avions le blason. Sur l'église, on va avoir en rond de bosse la tête de Saint-Denis. Et puis au-dessus, une très belle rosace, avec une partition en 8 éléments. Et bien sûr, le fronton classique de l'église. Alors, pour une petite anecdote, lorsque l'on va devenir français, c'est-à-dire que lorsque la Provence va être rattachée au royaume de France, l'église Saint-Pierre et Saint-Paul devient l'église Saint-Denis. Bah, Saint-Denis de Paris. Ah oui, mais nous, on est un peu frondeurs, on ne veut pas comme ça accepter. Alors, on dit d'accord pour Saint-Denis. Mais on va biaiser, on va l'appeler, on va prendre Saint-Denis qui s'appelle Saint-Denis l'Aéropagite. C'est-à-dire c'est un autre Saint-Denis dans la géographie des saints, mais lui il est allé en Cappadoce, il est mort dans son lit, il n'a pas eu du tout la tête tranchée. Et donc on a fait semblant d'accepter les directives du roi de France et donc d'appeler notre église Saint-Denis. Mais une petite manière de résister, c'était de ne pas prendre Saint-Denis de Paris, mais prendre Saint-Denis l'Aéropagite. Voilà. Une manière de dire oui sans dire oui. Les gens du Sud. Voilà. Alors Marlène, là on vient de quitter le centre ancien par un circuit en plan incliné et on est maintenant rentré dans le jardin du château, qu'on appelle le jardin des tours. Alors justement on est au pied de la tour là. Alors on est au pied, alors non seulement on est au pied de la tour, on est au pied des remparts de ce qu'on appelle la première chemise ou les premières enceintes. La tour telle qu'on la voit là fait 21 mètres de haut. Quand on sera à l'intérieur, elle n'en fera plus que 17 puisque là on est en contrebas. Hein. Et on va donc continuer et puis Marlène, si vous le voulez bien, je vous ferai passer par la grande porte du château. Eh bien allons-y, j'attends que ça. Voilà. Allez.
voici à la distillerie de la liqueur Frigolé en compagnie de François Inizan. Tout à fait. Alors vous allez nous parler des secrets de cet élixir bien connu grâce au père Gaucher d'Alphonse Daudet. Exactement, mais rassurez-vous, je ne vais pas parler de secrets, parce que ces secrets, on ne peut pas le dire. Ah ben ça non, voilà, voilà, garder les secrets évidemment. Voilà, tout à fait. Mais par contre, petits détails quand même de fabrication. Exactement, Frigolé est fabriqué ici à Châteaurenard, dans cette distillerie, qui date exactement depuis 1865. Et c'est une distillerie qui à l'époque fabriquait tout ce qui peut se consommer en alcool. Et la liqueur est venue à Châteaurenard vers début 1900, quand à l'abbaye de Saint-Michel de Frigolé, il n'y a plus rien qui se produisait, puisque les moines, suite aux différentes lois politiques de l'époque, les moines avaient été expulsés et plus rien ne se produisait à l'abbaye en tant que liqueur, en tant que cordiaux, en tant qu'élixir, et puis d'autres produits qui avaient été également abandonnés. Alors cette liqueur, qu'est-ce que c'est? C'est une liqueur qui est fabriquée à base de plantes. Vous savez qu'en France, on est très fort pour fabriquer des liqueurs à base de plantes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une liqueur qui était vendue à l'origine en tant que, on va dire, comme remède, comme potion, quoi, comme élixir. Et c'est une liqueur qui est fabriquée avec des plantes à base digestive déjà, des plantes comme le thym, le romarin. C'est ce qu'on voit dans vos grands sacs. Voilà, c'est ça, c'est dans les sacs justement, vous tombez bien aujourd'hui. J'étais en train de préparer une distillation, vous voyez. Alors donc on est en train, vous voyez, ce sont des plantes comme ceci que nous récupérons. Ça sent très bon d'ailleurs. Ah oui, ça sent bon, ces plantes-là. Et vous voyez, ça se transforme sous toutes ses formes. Vous voyez, ça aussi, ce sont des racines d'angélique, ça c'est très bon comme produit. Et vous voyez, ce sont des plantes qui rentrent dans la composition de la liqueur. Alors là, je vous en fais voir deux. Il en reste 28 à découvrir, puisqu'il reste à peu près une trentaine de 30 plantes dans la composition. Alors il y a des plantes médicinales qui apportent beaucoup de pouvoir à la liqueur, mais il y a également dans la liqueur des plantes qu'on va qualifier d'aromatiques qui vont vous paraître surprendre, comme de la cannelle, comme des clous de girofle, comme de l'angélique racine, exactement comme je viens de vous faire voir. Et l'assemblage de ça fait que finalement que le Frigolé c'est un remède qui n'est pas trop mauvais à boire. Et on le boit en digestif? Oui, bien sûr, oui, le Frigolé c'est un digestif qui se consomme à la fin d'un repas, sous plusieurs formes d'ailleurs. On peut le boire, j'allais dire de tradition, dans des petits verres à liqueur comme il se faisait à l'origine en France dans beaucoup de familles, et également le boire avec des glaçons. Personnellement, c'est avec la glace pilée que je le préfère, parce que je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus le goût de la liqueur, et le froid fait concentrer les parfums, et je peux vous assurer que c'est excellent. Une liqueur, c'est comme une recette de cuisine. Si vous avez les ingrédients pour faire une recette, je dirais que vous n'avez que 50% de la chose. Oui, c'est sûr. Voilà. Il vous faut la recette, c'est évident, il vous faut les composants, il faut savoir comment ça se fait, mais il faut savoir également le tour de main. Et ça, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps, et on ne peut pas le transmettre comme ça du jour au lendemain. Et ce monsieur Isoire a transmis ce pouvoir, ce savoir, on peut l'appeler comme ça, en 1960 à mon père, et depuis c'est dans notre famille, depuis cette époque-là. Et maintenant, nous travaillons ici avec David, et mon épouse et moi-même, pour la fabrication de la liqueur. Histoire familiale. Voilà, c'est une histoire de famille. On voit des petits chocolats là. Vous faites quelques déclinaisons de produits. Voilà, alors le Frigolé, ça se consomme en tant que liqueur, bien sûr. Quand on a fait travailler des cuisiniers avec le Frigolé, ils nous ont tous dit que c'était un produit qui s'harmonisait très bien en pâtisserie avec 3 autres composants, soit la pâte d'amande, soit le chocolat, soit l'orange. Alors donc nous déclinons un grand nombre de produits à l'heure actuelle à base de liqueur pour fabriquer du chocolat. Alors nous fabriquons bien sûr des chardons à la liqueur, avec de la liqueur on va dire liquide à l'intérieur. Ensuite nous avons également d'autres produits chocolat plus concentrés sur la saveur du chocolat. Et on a sorti cette année, vous voyez, ces fameuses petites bouteilles qui rappellent la bouteille de Frigolé, et déclinées également en plusieurs chocolats. Chocolat au lait, chocolat au chocolat noir, chocolat blanc, etc., etc. Donc vous voyez, on prend les plantes, on en a une trentaine de sortes. Comme vous voyez, comme je suis en train de le faire là, on les pèse une à une, et ensuite on va quand elles sont pesées une à une, on va les mettre dans un appareil, dans un alambic, et on va associer ces plantes-là avec de l'alcool neutre à 90 degrés pour le faire infuser pendant plusieurs jours. Et au bout de ces plusieurs jours, on va procéder... On ne peut pas savoir combien de jours. Non, n'insistez pas. Et au bout de plusieurs jours, on va procéder à la distillation de cette masse de plantes et d'alcool. Distiller, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement faire bouillir.